Tout le monde, dès lors qu'il a un patrimoine immobilier, est concerné par cette question. Et comme tout le monde est de passage sur cette terre, il y aura un jour transmission de son patrimoine. Qui peut aujourd'hui prendre par la main un investisseur pour le conseiller? Vous avez des droits laïques, comme le droit français, qui n'établissent pas de distinction entre les garçons et les filles. Le droit applicable au Maroc n'engage que le Maroc. Dans le cas du Maroc, de toute manière, il n'a pas le choix, à moins d'avoir établi une stratégie en amont. Il ne peut pas y avoir de succession légale entre personnes de confessions religieuses différentes. Seul un musulman hérite d'un musulman. En fait, c'est encore plus sournois. Mais je donne des astuces qui sont totalement conformes au droit. Quels sont les pièges à éviter? Que le bien qu'il va donner en don ne va pas être contesté post-mortem. C'est l'occasion de faire naître une haine inexpiable. Et la charge de la preuve pèse normalement sur celui qui dit que la personne est incapable. Beaucoup de gens mal informés découvrent ce paramétrage le jour du décès. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Les Pros de l'IMO, votre podcast de l'immobilier au Maroc. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la succession immobilière et de la transmission du patrimoine. Et la question que nous allons nous poser, c'est comment nous organiser. Je passe directement à mon ami Amin Messi. Bonjour. Bonjour Rachid. Et bonjour, et nous avons toujours le plaisir d'accueillir Maître Aboul Achbal. Bonjour et merci à tous les deux et bonjour aux auditeurs. Là. Alors, c'est Amin, pourriez-vous nous parler du sujet d'aujourd'hui ? Alors, la succession immobilière, la transmission du patrimoine immobilier est un vaste sujet. C'est vraiment un sujet extrêmement complexe, très riche, et auquel nous ne pensons pas beaucoup, alors qu'à un moment donné, dans la vie ou après la vie, cette question se pose. Alors, aujourd'hui, ce que l'on souhaiterait, c'est d'un peu clarifier cette discipline qui est celle de la succession, dans un contexte qui est le nôtre, où il y a l'islam, où il y a aussi un corpus juridique, et également donner une stratégie de transmission du patrimoine à ceux qui nous écoutent. Donc, comment s'organiser pour transmettre un patrimoine immobilier alors qu'on n'y pense pas ? D'autant plus que les cas de figure sont nombreux et c'est quasiment du cas par cas en fonction des couples. Est-ce qu'il s'agit d'un couple mixte, un couple de maroco-marocain, du nombre d'enfants, est-ce qu'il n'y a que des filles, des garçons? Voilà. On verra que c'est un vrai casse-tête chinois pour le coup marocain. C'est un vrai casse-tête chinois, mais aujourd'hui nous avons un grand simplificateur, un grand spécialiste de la question, donc, qui est Maître Aboul Achbal, qui est notaire à Casablanca, et qui va aujourd'hui tenter de nous clarifier un petit peu cette question de la succession immobilière. Aujourd'hui, pourquoi et qui est concerné par cette question? Alors on va faire simple, tout le monde, absolument tout le monde, dès lors qu'il a un patrimoine immobilier, est concerné par cette question. Alors quand vous dites patrimoine immobilier, le mot est grand, hein, patrimoine. Quelqu'un qui achète un bien un jour est concerné par cette question. Bien un évidemment. Appartement, un studio. Quelqu'un qui a un logement à 250 000 dirhams comme quelqu'un qui a un patrimoine de 150 millions de dirhams en biens immobiliers, les deux personnes sont concernées. Elles ont toutes les deux un patrimoine immobilier. Et comme tout le monde est de passage sur cette terre, il y aura un jour transmission de son patrimoine, soit au moment de son décès, soit avant son décès. Donc la question est de préparer au mieux cette transmission pour qu'elle s'opère conformément à la volonté de celui qui a un patrimoine immobilier. Et pour cela, il y a plusieurs cordes à l'arc. Simplement, il faut avoir une idée claire de ce que sont ses objectifs. Et une fois que l'on a une idée claire de ce que sont ces objectifs, voir s'ils sont conciliables avec le droit applicable. Si le droit applicable n'est pas totalement conforme à ces objectifs, on peut prendre des mesures, dès lors qu'elles respectent le droit en général, afin de corriger cela. Alors, quand vous parlez de droit, tout le monde n'est pas au fait, justement, de tout ce corpus juridique de droit qui peut aujourd'hui prendre par la main un investisseur pour le conseiller et lui dire quelle est la meilleure stratégie patrimoniale et même d'un point de vue successoral. Alors, les questions qui se posent sont variables en fonction du profil de l'individu. Une personne qui arrive en fin de vie peut se poser la question de la transmission de son patrimoine. Et de ce fait, qu'en sera-t-il lorsqu'il va décéder? Il peut laisser faire le destin.
puisque de toutes les manières, lorsqu'une personne vient à décéder au Maroc, le droit successoral s'applique. Simplement, a-t-il parfaitement conscience de qui seront ses héritiers? Je donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, au Maroc, le droit qui s'applique à une succession est fonction de différents paramètres. S'il s'agit d'un Marocain de confession musulmane ou s'il s'agit d'un étranger de confession musulmane, sa succession, c'est-à-dire la dévolution de son patrimoine à son décès, relève du droit coranique. En revanche, s'il s'agit d'un étranger qui n'est pas de confession musulmane, la succession relève de sa loi nationale. Or, le résultat n'est pas toujours le même. Vous avez des droits laïques, comme le droit français, comme le droit anglais, comme le droit américain, qui n'établissent pas de distinction entre les garçons et les filles et qui leur accordent les mêmes droits successoraux. Vous avez le droit musulman, qui lui attribue 2 fois plus au frère qu'à sa sœur, et on sait que lorsqu'il n'y a pas de fils, les filles du défunt hériteront, mais elles ne seront pas les seules, et les frères et sœurs du défunt, c'est-à-dire les oncles et tantes des filles, viendront à la succession. Est-ce le but poursuivi? Alors là, vous parlez d'un patrimoine immobilier qui se situerait au Maroc. Bien évidemment. Mais un patrimoine immobilier qui se situerait hors du Maroc, et les personnes sont par exemple de confession musulmane. Alors la question dépend de l'endroit où est localisé le patrimoine. D'accord. Parce que ce que je viens d'exposer, et j'ai conscience que même si je fais des efforts de simplification, cette émission, c'est avant tout un avertisseur pour ceux qui la regardent. Tout à fait. Le droit applicable au Maroc n'engage que le Maroc quant à la désignation. Par exemple, d'autres États ne reconnaissent pas l'application d'un droit religieux. Il faut donc, pour chaque bien localisé dans chaque territoire, voir déjà quel droit s'applique. Et on voit qu'on peut ajuster cela. Pour quelqu'un qui aurait un patrimoine au Maroc et quelqu'un qui aurait, ce même quelqu'un, un patrimoine en France, la succession ne sera pas régie par le même texte. S'il est français de confession musulmane, au Maroc, il verra sa succession régie par le droit musulman. S'il a opté dans un testament pour la loi française pour son patrimoine en France, ce sera la loi française indépendamment de sa confession religieuse. Donc en fait, son patrimoine va être soumis à un double régime successoral. D'accord. En Il y aura fonction une de ce qu'il a dissociation. décidé dans le cas français, liberté testamentaire ou laisser la loi faire les choses. Et dans le cas du Maroc, de toute manière, il n'a pas le choix, à moins d'avoir établi une stratégie en amont, c'est-à-dire avant de mourir, et c'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Complètement d'accord. Parce qu'en fait, il y a ce qui relève de la succession, il y a ce qui relève de l'aménagement de la succession, c'est-à-dire le fait de prendre une disposition qui ne produira effet qu'au moment de la mort, un testament. Encore faut-il que ce testament, qui est un acte qui émane du futur défunt qu'on appelle le testateur, et qui ne produit effet qu'à sa mort, et qui peut être changé à tout moment tant que la personne est capable, ça, ce sont des dispositions qui ne produisent effet qu'au décès. Mais lorsqu'il voit qu'il a une liberté limitée, il peut prendre en amont effectivement des décisions et dans ces cas-là se déposséder de son vivant. On parlera de donation et la culture de la donation et la culture du testament sont différentes parce que même si dans les deux cas ce sont des libéralités, la donation est un contrat qui présuppose une rencontre de volonté mais qui présuppose aussi une dépossession de son vivant avec une prise de risque parce qu'on a tous en tête des cas d'enfants beaucoup moins sympathiques une fois qu'ils se sont vu donner le patrimoine de leurs parents. L'ingratitude, parfois, est là. En revanche, en matière successorale, on est maître du jeu jusqu'à son terme. Et puis, il y a des dons, et puis il y a des testaments qui ne sont pas réguliers, ou qui sont réguliers dans un État et qui ne le sont pas dans un autre. Et on cite souvent ce paramètre, parce que le code de la famille marocain s'impose à nous, au Maroc. Il ne peut pas y avoir de succession légale, c'est-à-dire sans disposition testamentaire, entre personnes de confessions religieuses différentes. Seul un musulman hérite d'un musulman. Absolument. L'exemple, il est basique. Des fois, voilà, un homme musulman et une femme qui ne l'est pas et qui se retrouve dépossédé intégralement au moment de la mort du défunt. Alors que ses enfants, oui. Alors, en fait, c'est encore plus sournois. Et on peut tout à fait valider les faits, mais je vais donner un exemple tout bête. Un Marocain de confession musulmane épouse une Française. Celle-ci, pour que le mariage soit reconnu au Maroc, doit être obligatoirement chrétienne, juive ou musulmane, mais pas obligatoirement musulmane. C'est ça. Simplement, dès lors qu'elle se marie, elle se place effectivement sous l'autorité du code de la famille marocain, mais en cas de décès de son mari, qui est musulman, dès lors qu'elle n'a pas fait la conversion, elle ne peut pas hériter de lui. Mais ça va à ricocher. C'est qu'elle a eu des enfants avec ce même personnage. Et ces enfants qui sont musulmans par leur père ne peuvent pas hériter de leur mère.
et vice-versa. Donc, dans une famille, on a fait un acte de mariage et on n'a pas conscience, parce que ça paraît parfois surprenant pour des gens qui viennent d'un autre pays, de savoir que les enfants ne peuvent pas hériter de leur mère et que ce seront peut-être les frères et sœurs de la mère, qui eux ne sont pas musulmans, qui pourront en hériter. Tout cela peut être corrigé par des dispositions. Encore faut-il d'abord le savoir, faire un diagnostic complet et, dans un troisième temps, prendre des mesures. Rien n'interdit à un non-musulman de léguer à un musulman. Et au Maroc, on donne tout à fait effet à cela. À l'inverse, Légué en totalité ou en partie? on peut léguer la totalité du point de vue de l'étranger. Oui. L'étranger a une latitude totale de léguer à un musulman dès lors qu'il fait ce testament et que ce testament est conforme à son droit national. En revanche, l'inverse ne fonctionne pas. On ne peut pas, quand on est musulman, léguer plus d'un tiers de son patrimoine à quelqu'un qui n'est pas de sa confession. Mais un legs d'un tiers, c'est énorme. Je donne un exemple tout simple. Si madame était musulmane, elle ne pourrait pas être légataire, sauf si tout le monde donnerait son accord. Mais elle ne pourrait hériter que d'un huitième. Si elle n'est pas musulmane, rien n'interdit au mari 30%. de lui laisser le tiers. Et de ce fait, elle sera mieux pourvue qu'une héritière légale musulmane. Encore faut-il le savoir. Donc là, vous donnez des astuces. Là. Mais je donne des astuces qui sont totalement Tout à conformes fait. au droit. Et je dis simplement que on peut ne pas adhérer à une religion. Rien n'oblige à mentir. On peut prendre des mesures qui font qu'on ne va pas faire une conversion de façade. Mais il faut connaître cela. Et le problème, c'est que beaucoup de gens mal informés découvrent ce paramétrage le jour du décès. Ils sont dans le deuil et ils découvrent qu'ils n'ont rien. Alors- Et ça, il faut le préparer en amont. Les gens n'aiment pas parler de leur mort, mais croyez-moi, lorsqu'on sait les complexités de la chose, le fait de savoir ce qui va se passer au Maroc, en Suisse, en France, aux États-Unis pour son patrimoine, si on a un patrimoine sur plusieurs États, va inciter à faire beaucoup de choses et à gérer son Mais patrimoine là-bas, et sa c'est transmission. toute une culture qu'on n'a pas, et peut-être que beaucoup de gens partent de l'idée que je verrai ça plus tard. Je suis encore jeune, enfin j'ai la quarantaine, etc. Or, la mort ne prévient jamais, donc il vaut mieux effectivement ne pas attendre d'être avancé en âge pour entamer et adopter une stratégie. J'ai fait mon testament. Donc la stratégie est à établir en amont. n'est-ce Absolument. pas, très tôt. Vous qui êtes un spécialiste de la question, vous avez l'habitude de ce genre de situation. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont, on va dire, les pièges à éviter de façon prosaïque que vous voyez très régulièrement, Alors en qui fait, pourraient aider un petit peu nos auditeurs? bon, déjà nos auditeurs, je pense, ont à peu près le même type de problème, c'est-à-dire qu'on peut cataloguer. Lorsqu'il s'agit d'un mariage mixte, il ne faut jamais oublier. Alors, excusez-moi, quand vous parlez de mariage mixte, qui est mixte dans l'autre? Parce que c'est l'époux ou l'épouse. Alors Ça en change, fait, ça change tout. déjà le principe du mariage mixte, c'est-à-dire le fait que l'un des époux ne soit pas de la même nationalité. Et ça a une implication. Dans d'autres pays, ça n'en a pas. Mais dès lors qu'on relève du code de la famille marocain, et c'est-à-dire que l'un des deux époux est de nationalité marocaine, il y a des impératifs religieux. Je peux, si je suis un Marocain très connu, épouser une Française. Ce mariage sera reconnu en France, mais il ne sera pas reconnu au Maroc. Oui. Parce qu'il faut le caractère religieux. Et ce caractère religieux présuppose aussi des impératifs quant à la religion, à savoir que on ne peut pas contracter un mariage au Maroc pour un époux non musulman avec une musulmane. Il doit se convertir. La conversion s'impose à lui alors qu'elle ne s'impose pas à son épouse. Si elle se convertit, elle rentre totalement dans le code de la famille pour les successions, alors qu'elle est déjà rentrée dans le code de la famille par le mariage. Pour l'autre, il n'y a pas de choix. S'il veut épouser une Marocaine musulmane, un étranger non musulman doit obligatoirement se Bon, convertir. ça, c'est une disposition. Ça, c'est une disposition. Mais beaucoup qui se sont mariés à l'étranger, même des ne le véreux, savent pas. n'ont même pas conscience que leur Effectivement. mariage Il civil n'est pas valide. n'est pas valide et que l'enfant J'ai vu ça. des parents n'est peut-être C'est pas un l'enfant enfant du naturel. père. Voilà. C'est des Et enfants donc, ça naturels. crée de vrais problèmes parce que quand Très on a important. 5 millions de Marocains du monde, il faut se demander s'ils sont parfaitement au courant de cela. Deuxièmement, Et donc, pardon, juste par rapport à ce point-là, pour le faire, que doivent-ils faire? Aller au consulat pour notifier, enfin, pour faire un Absolument. mariage marocain? absolument, s'ils font un mariage Doivent-ils civil, revenir au Maroc pour le faire? alors, il y a des services consulaires, maintenant, encore faut-il savoir où ils vivent à l'étranger, mais qui reconnaissent ou qui valident ce caractère religieux du mariage. Mais s'il n'y a pas ce caractère religieux, et les services consulaires jouent ce rôle, C'est un services ado, consulaires en marocains, général, ado, normalement. il y a bien un ado évidemment, dans des Retranscription consulats. du mariage. bien évidemment. Et de ce fait,
le mariage est reconnu et produit des effets sur les enfants. Et déclarer les enfants également au Complètement. consulat. Et là, il y a une vraie clarté par rapport à ça. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en Ça, c'est un considération. premier piège. Un premier piège parce que beaucoup de gens n'en ont Très pas conscience. classique, effectivement. Deuxième problématique, lorsqu'on n'a que des filles. On peut très bien faire jouer le destin. Le texte religieux s'impose et on peut tout à fait admettre qu'il est tout à fait naturel que ce soit son frère et non pas uniquement ses filles qui héritent. Mais on peut aussi faire des dons en amont. Simplement, il faut comprendre que s'il est possible de se déposséder de son vivant, on prend un risque. Et deuxièmement, une donation qui aurait pour finalité de déshériter un enfant qu'on n'aime pas pourra aussi être annulée. Pas nécessairement un enfant qu'on n'aime pas, mais même, comme vous l'avez dit, dans le cas où il n'y a que des filles, quelqu'un qui ne voudrait pas voir la moitié qui un partira oncle ailleurs. ou une autre personne de la famille prendre une part de cet héritage peut attaquer Absolument. a posteriori cette disposition. Et ça, c'est des choses qui ont abouti devant quand Certaines elles sont portées décisions devant de la justice. Certaines décisions de justice ont effectivement remis en cause ce type de donation. Donc aujourd'hui, ceux qui pratiquent le démembrement de propriété, c'est-à-dire que les parents gardent l'usufruit et la nue propriété aux enfants, c'est quelque chose qui est susceptible d'être remis en cause après le décès? En fait, il y a la donation pleine et entière. On donne le bien de son vivant. Et dans ces cas-là, on en perd la propriété. On en perd la propriété. Le démembrement est une solution transitoire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on démembre entre l'usufruit, c'est-à-dire l'usage et la jouissance du bien, on peut que le gardent louer, en l'occurrence les parents, et s'ils le louent, effectivement, ils perçoivent l'intégralité des loyers et la nue propriété. Et comme il y a un démembrement et que l'usufruit a une durée de vie limitée, la durée de vie des parents, ou du parent en l'occurrence, au terme de la vie du parent, l'usufruit s'éteint et il est immédiatement transmis au nu propriétaire. Ou bien au deuxième usufruitier, si c'est un couple. Alors, la reversibilité d'usufruit n'est pas acceptée par toutes les conservations foncières. Et c'est toute l'ambiguïté de la situation. Parce que la reversibilité de l'usufruit peut être admise dans d'autres droits, mais elle est plus problématique ici. Donc, l'idée... C'est un point très très important. Ça veut dire que le second usufruitier peut se retrouver dehors s'il est pas. Il ne se retrouve pas dehors s'il est lui-même usufruitier. C'est pour ça que c'est la question de la reversibilité de l'usufruit du défunt. Voilà. De la part mais il de reste usufruitier. Mais il partagera éventuellement l'usufruit si on ne donne pas lieu à application de la réserve. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que ça permet aux gens qui se sont dépossédés, en conservant l'usufruit, de ne pas être mis dehors. Mais ils ont quand même fait un acte qui les appauvrit. Parce que si demain il y a vente, ils ont besoin de l'accord des nus propriétaires et ils partageront le prix avec les nus propriétaires. J'attire l'attention sur le fait que plus l'usufruitier est âgé, moins son usufruit a de la valeur. Et si vous avez plus de 70 ans, votre usufruit vaut 1/10. Ce qui fait que si vous voulez vendre le bien que vous pensiez être votre propriété, vous devrez partager le prix de vente 9/10 avec les autres. Donc il n'y a pas de solution idéale. Donc, au fait, ce que vous êtes en train de clarifier, c'est comment le futur défunt, enfin toute personne potentiellement, peut se protéger contre des héritiers relativement ingrats. C'est-à-dire le fait de donner l'intégralité du bien à un enfant de son vivant, et ben on peut se retrouver sans le bien si jamais l'enfant décide de chasser les parents, par exemple. Mais comment quelqu'un, un père ou une mère, peut avoir la garantie de son vivant que le bien qu'il va donner en don à sa fille ou à son fils ne va pas être contesté post-mortem par les autres héritiers? Y a-t-il un moyen de sanctuariser le don? Alors déjà, lorsqu'on a fait un don et qu'on est dans la misère, il y a toujours potentiellement la faculté de le révoquer si on l'a fait à un enfant. Donc ça, c'est un premier paramètre. Du vivant. Là encore, on est du vivant. Alors, le deuxième paramétrage, c'est que lorsqu'on fait ce don, effectivement, on est soumis, effectivement, à l'ensemble des paramètres. Est-ce que le don a lésé ses propres enfants? Parce que certains dons ont été orientés. Et dans ces cas-là, dans quelle proportion? Et s'il n'y a pas d'autres enfants, est-ce que le don a lésé des héritiers légaux? La question est de savoir, est-ce que le don est recevable? Déjà, le don d'un bien immobilier au Maroc doit automatiquement revêtir la forme notariée ou adoulaire. Et de ce fait, le notaire ou les adoules s'assurent de la capacité. J'attire l'attention de tous sur le fait que lorsqu'on a un certain âge, moi je demande mécaniquement un certificat médical. Parce que c'est un des arguments que l'on va invoquer pour faire annuler le don en disant que la personne n'était pas capable. Il a profité de la sénilité. Complètement. Voilà. Donc il faut affirmer la capacité. Mais l'action à laquelle on fait référence ici n'est pas une action pour faire valoir l'incapacité du donateur et la faire annuler. C'est faire valoir par le don le fait qu'on a voulu contourner le droit successoral de certains. Eh bien là encore, j'ai
vu des décisions de justice qui reconnaissaient des droits à des frères du défunt contre les filles. Donc, j'invite toujours à la prudence. Maintenant, pour avoir une décision de justice en sa faveur, il faut comprendre que la personne va jusqu'à actionner en justice. C'est déjà un paramétrage important. Ce n'est pas la même chose que demander ses droits au décès quand rien n'a été fait et actionner en justice. Et il y a déjà une dimension sociale qui est un peu malsaine, qui est d'attaquer ses neveux et nièces, ou ses nièces en l'occurrence. Mais concrètement, il est possible, dès lors qu'il y a une contestation, d'aboutir à une annulation partielle. Alors, c'est pour ça qu'il faut manier avec prudence le don. Il faut le manier aussi dans les familles avec beaucoup de prudence parce que parfois, surtout lorsque les relations ne sont pas idéales entre frères et sœurs, c'est l'occasion de faire naître une haine inexpiable qui se réglera très très mal. Et dans ces conditions, il faut être prudent. Mais la donation ne s'impose que lorsque l'on ne peut pas jouer, de mon point de vue, sur la succession par voie testamentaire. Pour des étrangers qui ne sont pas soumis à un droit aussi strict garçon-fille, le testament peut vraiment faire office de don parce qu'ils savent qu'au décès, il y aura transmission. Là, c'est dans le cadre de la conjointe, mais dans le cas des enfants, les enfants ne peuvent pas entrer dans le cadre du testament parce que le testament ne peut pas concerner quelqu'un qui touche déjà une part de l'héritage pour les musulmans. Et donc moi, je pars de l'idée que, par exemple, des parents ont une fille ou deux filles qui, d'après le droit coranique... Ou n'ont pas d'enfants. Il y a aussi ou n'ont pas d'enfants. Déjà, ce cas de figure où ils ont que des filles et ne vont toucher que la moitié, et l'autre moitié va aller vers l'oncle paternel, etc. Quelqu'un qui peut-être... Non, et donc l'idée, c'est... Enfin, donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas sanctuariser le don. C'est-à-dire, de toute manière, il pourrait être contesté. On n'est pas à l'abri d'une contestation. Je répète, nous sommes dans un pays musulman qui applique le droit musulman aux personnes de confession musulmane, les musulmans, entre guillemets, de naissance, mais aussi les musulmans qui viennent accroître la communauté, puisque les conversions nombreuses ont fait que dans le cadre de mariage mixte, il y a plus de mixité, puisque techniquement, du moins, plus de mixité confessionnelle, puisque tout le monde est musulman. Mais ce qui vaut sur le territoire marocain pour des Marocains peut ne pas valoir sur le territoire français. Et là encore, ils peuvent ajuster leur patrimoine. Des Marocains qui résident en France et qui ont un patrimoine immobilier en France, sauf s'ils optent pour la loi marocaine, parce que le testament est possible, en vertu du règlement communautaire européen, seront soumis à la loi de leur domiciliation pour les biens en France, s'ils sont domiciliés en France. Et ils peuvent très bien se satisfaire de l'application d'un droit laïque. Simplement, il faut savoir, et c'est ça en fait, parce qu'on ne peut pas donner toutes les réponses à toutes les questions qui sont innombrables. Il faut avoir un avertisseur. Où est localisé mon patrimoine ? À partir du moment où je sais où il est localisé, quelles mesures dois-je prendre ? Est-ce que je dois faire des libéralités, c'est-à-dire des dons, avant ma mort ? Est-ce que je dois faire un testament ou est-ce que je laisse jouer le jeu ? Et puis, il y a un aspect fiscal. Alors, parce que ça, c'est un aspect qui est particulier. C'était justement ma question. Une fois qu'on a choisi un mode de succession, il se pose la question de la fiscalité. Donc, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous en fonction de tel ou tel profil d'investisseur ou de possesseur d'un patrimoine immobilier? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut démarrer à 250 000 dirhams ou moins même jusqu'à plusieurs dizaines, centaines de millions de dirhams, pour optimiser justement cette transmission du patrimoine. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes physiques, mais également on peut s'organiser en personne morale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, là encore, le temps qui nous est donné est trop court pour vraiment être complet. Simplement, j'attire l'attention sur un point. Tous les principes que j'ai énoncés sont des principes relatifs à la attribution des droits d'un point de vue civil, c'est-à-dire droit musulman, droit étranger. Ça, c'est pour désigner les héritiers et leur quote-part. La fiscalité ne relève pas de cette détermination. Au Maroc, un bien hérité ne fait pas l'objet de droits de succession en vertu du droit musulman, que l'on soit marocain ou que l'on soit étranger. Simplement, lorsqu'il y a des cas de succession internationale, et là encore, j'invite vraiment les gens à faire un audit patrimonial et à prendre bon conseil. Mais je vais donner un exemple édifiant. Il est possible d'être taxé à l'étranger et on n'a pas de prise sur ce point. Exemple tout bête. Beaucoup de Marocains résident en France. Or, l'article 750 ter du Code général des impôts français pose un principe simple. Lorsque le défunt ou les héritiers séjournent et vivent en France 6 ans sur les 10 dernières années, ils sont taxés universellement sur leurs biens.
sur leurs biens, quel que soit le pays du monde où ils héritent. C'est-à-dire que l'administration fiscale française va prélever un impôt sur la succession en France, mais aussi sur la succession au Maroc. C'est une forme d'extraterritorialité. Mais parce que les conventions sont très limitées et que le Maroc n'a pas demandé à ce que l'on le supprime. Mais on arrive même à des situations incroyables où un Marocain, parce qu'il a fait des études brillantes en France et qu'il travaille en France, va hériter de son père fortuné et payer beaucoup plus d'impôts que ses frères et sœurs oisifs qui sont restés au Maroc et qui va devoir demander l'autorisation de l'office d'échange pour rapatrier les devises nécessaires à payer les droits de succession. Les droits de succession qui sont calculés selon le barème? Alors en fait, c'est variable, c'est-à-dire que c'est un barème progressif. Or, pour un pays, le Maroc, qui ne connaît pas les droits de succession, c'est quelque chose d'un peu particulier. J'attire l'attention aussi du fait que les Français qui résident au Maroc, s'ils ont des biens en France, ou si celui dont ils héritent vit en France, devront être taxés sur l'ensemble de la succession ou juste sur le bien, même s'ils résident au Maroc. Mais il y a donc une intrusion de l'administration fiscale dans la vie successorale et la fiscalité des personnes qui résident au Maroc. Alors, est-ce qu'il y a une communication justement entre ces deux différentes administrations fiscales, c'est-à-dire les uns sont informés de ce qui se passe ou comment ça se... Le Maroc est sorti de la zone grise, donc on lui demande de faire des concessions. Le Maroc, en soi, ne prélevant pas de droit de succession, n'a peut-être pas jugé utile de se battre pour cela. Il a des revendications sur d'autres thématiques. Donc il laisse l'administration fiscale prélever. Mais concrètement, et je répète, cet article, c'est un article du Code général des impôts. Il peut être modifié, mais lorsqu'on voit l'actualité politique en France, il peut y avoir des gouvernements plus propices à des réformes encore plus radicales sur le plan successoral. Il faut savoir de quelle fiscalité on relève et savoir que les critères de rattachement sont importants. Parce qu'autant le règlement communautaire européen permet d'opter pour sa loi nationale pour une succession, mais l'administration fiscale, on ne la choisit pas. Les critères de rattachement qu'elle impose s'imposent à vous. Voilà pourquoi il y a des gens qui déménagent. Ah, malheureusement, on va devoir bientôt conclure. Alors, j'ai 2 dernières questions, sauf si Amine veut poser également une dernière question. La première, c'est, peut-on dire que si le don est effectué très tôt, en amont, c'est-à-dire si je le fais à l'âge de 40 ans et que je meurs à l'âge de 80 ans, donc il y a moins de risques d'être contesté par les héritiers, plutôt que si je le fais la veille de ma mort ou un an avant de mourir. Oui. Et peut-être ça peut être une variable dans le cas d'une stratégie de le faire en amont et très tôt. Et deuxième question, est-ce que la contestation peut poursuivre même la forme financière que pourrait prendre le bien? C'est-à-dire, je donne un exemple clair, je donne en don un bien patrimonial à ma fille le vend, et puis dépense cet argent comme elle veut. Alors, la contestation peut-elle porter même sur l'argent, oui, après avoir converti le bien? Par rapport à ça, effectivement, le critère de l'âge est important parce que quand la plaie saigne, que la personne l'a fait dans les derniers mois de sa vie, déjà, il y a toujours l'ambiguïté. On n'a pas eu le temps de se préparer psychologiquement, je parle des autres héritiers, au fait qu'on allait être, entre guillemets, lésé, alors qu'on ne l'est pas. C'est une disposition possible. Mais c'est surtout que il y a toujours l'incertitude quant à la capacité d'une personne âgée. Mentale et psychique. Complètement. Et ce paramétrage est invoqué quasi systématiquement, même si la personne ne l'est pas. Et la charge de la preuve pèse normalement sur celui qui dit que la personne est incapable, mais vous trouverez toujours quelqu'un pour contester. D'où la nécessité, lorsqu'on prend des dispositions de ce type, de faire un bulletin de santé qui atteste qu'on est capable, en tout cas, de comprendre la portée de la chose. Maintenant, je répète, c'est une question d'attribution, c'est-à-dire que le don a été fait, il y a des systèmes de droit qui vont même calculer la réserve, la quotité disponible, l'action-réduction. Le système marocain n'est pas à ce stade. C'est un principe, j'aurais tendance à dire, de proportionnalité qui dépend presque dans la pratique du juge. Mais j'attire aussi l'attention de tous les auditeurs. Un don trop précoce est dangereux pour lui. Parce que il se dépossède de son vivant et surtout, même s'il garde l'usufruit, si demain il veut ou il a besoin d'un crédit quelconque, il faudra un cautionnement hypothécaire et ce sera beaucoup plus difficile à obtenir lorsque c'est un enfant mineur qui est sur le titre. Bon, après, on part de l'idée là, dans ce cas-là, qu'il lègue tout à sa fille, mais il n'est pas obligé de tout léguer. Il peut léguer juste une part de son patrimoine, de son vivant, pour sécuriser sa fille et garder l'essentiel pour lui. Alors, s'il le lègue, c'est dans le testament. S'il le donne en dedans, voilà, pardon, c'est très important. Vous avez raison Il faut vraiment comprendre que le legs à sa fille n'est pas possible, sauf s'il y a accord unanime de tous les héritiers. Oui. Mais il peut donner un don juste partiel, en amont, mais juste partiel, sans patrimoine. Donc le risque est modéré. Moi, il est modéré. Encore faut-il
qu'il n'ait pas besoin de ce bien, parce que tout le monde n'a pas un patrimoine Oui. indéfiniment extensible. Et quand on voit, par exemple, des gens qui ont besoin de donner des garanties à leur banque pour un emprunt et que le bien ne leur appartient plus, il y a surtout des questions quant à la capacité de l'enfant, parce que on a besoin effectivement de décisions et d'autorisation pour engager un patrimoine qui nous appartient. Et en l'occurrence, le patrimoine appartient parfois à des enfants mineurs. Et surtout, il y a un autre risque, enfin, Dieu en préserve tout le monde, c'est que l'enfant meurt avant le parent. Absolument. Et là, si jamais le parent a légué quelque chose à son enfant, et ben le mari de l'enfant va prendre et donc... J'ai eu un cas dramatique, vraiment, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, où le jour de l'inscription de 2 jumelles de 6 ans, le jour même de l'inscription sur le titre, je vois la mère arriver, j'étais ravi de lui annoncer que ces 2 filles étaient sur le titre, elle m'annonce la mort d'une des enfants. Ouais, c'est horrible. Ça peut arriver, malheureusement. Ça peut arriver voilà. Parce qu'on est de passage et on ne connaît pas Exactement. ce qui va se passer. Donc il y a beaucoup d'aléas, beaucoup d'incertitudes, et il n'y a, je suis bien obligé de le dire, pas de solution miracle dès lors que l'on a un droit plus restrictif que certains droits laïques. Ce n'est pas une apologie du droit laïque, c'est simplement qu'il faut savoir de quel droit on relève et en comprendre les incidences. Ma dernière question, alors face autant de complexité, parce que la discipline est très, très complexe, mais en même temps très intéressante, est-ce que le droit de rétractation, on peut le faire jouer justement, parce que comme vous l'avez dit, on peut avoir des retournements dans sa vie et garder cette sécurité au cas où? Alors, j'invite effectivement les donateurs à prévoir une clause de révocabilité. Simplement, le Code des droits réels prévoit effectivement cette faculté. Mais s'en priver alors, pour ne pas tomber justement dans ces aléas. Mais il y a un point d'interrogation, parce que la révocabilité qui est insérée dans le don nécessite, d'après les conservations foncières et sur la base du Code des droits réels, au moment de la révocation effective, le consentement du donataire. Alors qu'il l'a donné en amont, on le demande en aval aussi. Et ce qu'on a donné lorsqu'on vous donne, à savoir je consens à la révocation possible, est parfois plus difficile à obtenir lorsque la donation doit être révoquée effectivement. Or, on demande cet acte constatant la révocation. C'est-à-dire que la personne doit dire « je suis d'accord » pour la conservation foncière, sur la base de notre Code des droits réels, exigera cette justification de la révocation. Et c'est parfois beaucoup plus difficile à obtenir à ce moment-là. En tout cas, messieurs, merci infiniment. Sinon, on va jamais s'arrêter, mais on aura l'occasion à nouveau d'en parler, d'aborder d'autres cas de figure. Et donc, on se retrouve prochainement, Amine, pour un nouvel épisode. Avec plaisir, la chaîne. Et donc, à très bientôt et prenez soin de vous.